Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Netflix. Elle corrige en bourse depuis quelques temps, on est sur du moins 33% depuis les points hauts qu'on avait fait cet été. Et c'est une entreprise, on en a déjà parlé sur la chaîne, en janvier 2025, en avril 2025, notamment, dans les deux cas, on était autour des 1000 $. Et je voulais pas trop y toucher, c'était un peu cher à mon goût, mais j'aimais beaucoup l'entreprise. C'est pour ça que je vais la suivre dans le temps et peut-être qu'un jour elle sera à un prix qui pourrait m'intéresser. Justement, on va reparler de valorisation aujourd'hui. Il y a eu un stock split, donc aujourd'hui 1000 $ de l'époque vaut 100 $ d'aujourd'hui en termes de prix. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu ce que fait le business, mais on va surtout regarder les chiffres, la valo, l'évolution de ce qu'il y a eu, sachant qu'il y a eu aussi des nouvelles, notamment sur une proposition, enfin une offre d'acquisition de Warner Brothers. Et au final, je le dirais encore et toujours, aussi beau qu'un business soit-il, ne pas le payer n'importe quel prix. C'est pour ça que je dis valo, valo, valo. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'aime bien l'entreprise. Pour plein de raisons, on va parler revenus récurrents, un secteur différent, mais il faut que ce soit au bon prix. Et je vous en parle aussi parce qu'on en avait fait une vidéo d'analyse quantitative il n'y a pas longtemps dans le school, et donc j'avais un prix qui ressemble un petit peu à celui d'avril, qu'on avait fait sur YouTube, mais un petit peu plus bas. Et donc on va reprendre ça aujourd'hui et voir un petit peu où je me situerai en termes de prix cible à partir du moment où je commencerai vraiment à m'y intéresser. Pour information aussi, pour les membres programmés de la communauté, hier on a fait un live hyper intéressant, plein de questions. Je vous ai fait aussi le sommaire pour ceux qui veulent voir le replay. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, vous avez les liens en description, ça vous permet d'avoir accès aux vidéos qu'on fait ensemble au-delà de YouTube, c'est en plus, si ça vous intéresse, et en plus ça soutient toute la chaîne, et c'est ça aussi qui rend toutes nos vidéos possibles, avoir accès au portefeuille précis, mes ordres d'achat, les lives du coup, etc. Voilà, et évidemment, comme d'habitude, c'est un conseil d'investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque. Donc Netflix est une plateforme mondiale de streaming vidéo, donc c'est de la VOD, de la vidéo à la demande. Ils proposent films, séries, documentaires, etc. et beaucoup de contenus originaux. Ils ont plus de 300 millions d'abonnés et dans plus de 190 pays. Ils ont des shows. Après, je connais pas trop, je suis pas spécialement client pour le coup, parce que vu que je crée du contenu, j'en consomme pas trop. Mais voilà, vous avez des trucs qui sont connus. Squid Game, ça me dit quelque chose notamment. Et ils proposent plusieurs forfaits avec et sans pub. D'ailleurs, ça avait fait parler à l'époque, de la même façon que ce qui s'était passé sur les mots de passe. Et c'est une entreprise qui génère des revenus par abonnement et donc récurrents. Et j'aime bien ce genre de business. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de chiffres, mais un petit peu évidemment regarder aussi le qualitatif, est-ce que vous aimez l'entreprise, etc. Je suis allé voir les derniers documents financiers. Il y a toujours de la croissance, il y a du free cash flow, ils nous montrent le cash issu des opérations. J'aime bien voir ça aussi. Quand une entreprise communique dès la première page de sa lettre destinée aux investisseurs des infos aussi importantes que la trésorerie, généralement c'est bon signe parce que quand ça va mal, ils le montrent pas ou ils le cachent un peu. Là, c'est pas le cas. Il y avait eu aussi pas mal de débats récemment déjà sur l'acquisition qui n'est pas certaine d'avoir lieu sur Warner Bros. Avec une offre d'acquisition. À l'époque, il y avait eu aussi le débat sur le fait qu'ils allaient arrêter le partage des mots de passe. Et j'en avais fait une vidéo, d'ailleurs, on en avait parlé, je crois, ça m'avait pas inquiété. Et encore une fois, de la même façon, là en ce moment, on parle de l'acquisition, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il y avait eu le débat aussi sur le fait qu'ils voulaient intégrer de la publicité. Mais moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Et si je vous dis ça, je vous l'ai mis ici en rouge. En fait, il y a tout le temps des peurs sur les actions. Mais tant que la direction elle est en train d'exécuter, de faire les bonnes choses, quand je regarde en haut du compte de résultat, on va regarder le chiffre d'affaires, d'ailleurs je vous l'ai déjà mis ici, il y a de la croissance. Il y a un moment, je ne vais pas aller contre des personnes qui connaissent très bien leur entreprise et qui font en plus des choix qui ne me paraissent pas du tout incohérents dans ce qui avait été proposé, et pourtant ça faisait des peurs. Et j'aime bien voir ce genre de signaux parce que ça peut ouvrir des opportunités en bourse sur des choses qui des fois sont pas très rationnelles. Revenu récurrent, industrie qui est différente, ça me change de la tech. Le futur du divertissement, j'aime beaucoup aussi. Alors, est-ce que c'est eux qui vont gagner dans le divertissement ou est-ce qu'il y aura d'autres peurs, notamment on va parler d'intelligence artificielle en conclusion. Euh, Ça, c'est un autre débat, on en parlera, mais moi j'aime beaucoup sur le papier, ce que je vois. Mais évidemment, tout a un prix, on est là pour investir, on reste des investisseurs, et donc même si j'aime bien, il ne faut pas le payer n'importe quel prix, et ça va nous amener du coup à tous nos chiffres, le quantitatif et la valorisation. Donc, comme je vous le disais, le chiffre d'affaires est en croissance. On sort du cash des opérations, du free cash flow. On va aller voir les marges, etc. Je vais aller directement dans le logiciel. J'ai regardé un peu les chiffres ici parce que j'aime bien aussi regarder les documents financiers parfois. Mais c'est plus visuel, je sais, pour YouTube d'utiliser un logiciel. Chiffre d'affaires, eh ben, il est toujours en croissance. Là, je nous ai mis en 12 mois glissants.
et bah, ça continue. Je vais aller comparer par rapport à ce que j'avais mis à l'époque dans mon analyse, on va le faire après, pour voir où on en est, parce que j'en avais fait une, bah, du coup en avril, donc c'est il y a pas mal de mois maintenant, on a eu plusieurs trimestres supplémentaires. Entreprise qui a des marges brutes qui sont pas mal de souvenirs, hein, vous voyez, pour produire les shows, on consomme à peu près la moitié du chiffre d'affaires, ça nous met à des marges brutes autour des 48% récemment. Ensuite, vous avez du SG&A, oui, il y a quand même du marketing, hein, pour bah, aller chercher des nouveaux abonnés, un peu de R&D, mais globalement, c'est une entreprise qui, il y a encore peu, avait des marges basses. Vous allez le voir ici, je vais vous mettre les marges nettes. Vous voyez, il y a quelques années, on se baladait sous les 10%, et aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de trimestres qu'on est autour des 20%, voire même un peu mieux, hein. Et pareil, marge sur free cash flow et marge du cash issu des opérations, qui sont très proches parce que c'est une boîte qui a peu de capex. Ils ont pas mal d'argent dépensé pour faire de la production, des nouvelles séries, des nouveaux films, mais ça passe pas dans les capex, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est dans les COGS, dans les cost of goods sold. Et donc voilà, on pourra projeter sur les free cash flow parce que les capex sont très faibles par rapport au cash des opérations. Et justement, ces marges, elles montent. On le voit ici, et je vous en parlerai en conclusion, parce que c'est une entreprise qui est en train certainement de se concentrer un petit peu plus sur la profitabilité qu'il y a quelques années, et peut-être en train de transitionner vers un peu moins de croissance, ou en tout cas une croissance plus mature, et commencer à chercher à avoir la rentabilité. Et j'aime bien ce genre de scénario, surtout si ça vient corriger à être au bon prix. Et vous voyez ici, très belle marge issue, enfin, très belle marge sur le cash issu des opérations, ça fait plaisir. Je voulais voir l'état financier de l'entreprise rapidement, le bilan. Je me souviens qu'il y a un peu de dette. On va aller regarder ça. Il se paye assez peu, hein, au niveau de la direction des employés, 3% du free cash flow en stock-based compensation, donc ça c'est à noter. Il rachète des actions, il ne paie pas de dividendes, et il rembourse de la dette. Et si je vous emmène voir directement, on va mettre tout le cash. Il n'y a pas de dette court terme, elle a été remboursée. Ouh, j'aime bien ça, ils ont remboursé de la dette court terme. Et la long terme, elle est remontée un tout petit peu. Ah non, elle n'est pas montée sur le dernier trimestre, mais elle a été montée sur les trimestres d'avant. Il y a un peu d'over liabilities aussi qui est en train de baisser. Ah non, elle a remonté un tout petit peu là. Enfin bref, on va le regarder sur les graphiques. Et vous voyez que bah, les free cash flow, plus le cash, on couvre toute la dette long terme très très rapidement. Donc ça ne me dérange pas de voir de la dette, surtout qu'elle là, elle peut être facilement remboursée. Mais a priori, ils décident plutôt de passer tout ce cash issu de la, bah, du coup, de la trésorerie, le cash disponible, ils nous le passent en rachat d'actions. Regardez ici. Ils ont commencé à massivement racheter des actions. Ce qui, au vu de la valorisation, m'étonne un peu. Mais après, payer un dividende, c'est moins intéressant pour les investisseurs que du rachat d'actions d'un point de vue fiscal aussi, donc je peux les comprendre. Et la dette, il n'y en a pas tant que ça, donc ils la rembourseront. Enfin, ils la montent plus, hein. Il avait même remboursé un peu par rapport au point haut ici. Là, vous voyez, on avait 15 milliards de dettes long terme en 2020. On est à 14, donc elle a baissé un tout petit peu. Mais ok, du rachat d'actions. Bon, c'est un choix de la part de la direction, et puis l'investisseur en tiendra compte. Donc voilà, globalement, les marges qui montent, le chiffre d'affaires qui est toujours bon, hein, je vais vous le remontrer. Vous allez voir en croissance annuelle composée. Euh, sur 10 ans, on est à 21% par an. Récemment, on est plutôt autour des 15%. Et bah, la tendance va forcément être un peu au ralentissement, parce qu'on ne va pas aller chercher autant d'abonnés que ce qu'on a pu le prendre à l'époque. C'est la loi des grands nombres, hein. Le plus il y a d'abonnés, le plus c'est dur de les faire croître en pourcentage. Mais on peut augmenter le prix des abonnements, faire des abonnements plus haut de gamme avec le partage de connexions, etc. Et d'ailleurs, c'est un débat qu'il y avait eu sur le fait qu'ils avaient arrêté de donner le nombre d'abonnés. Moi, ça me choque pas, et il l'explique bien. J'en parlais là avec une IA. En soi, bah, c'est vrai que si vous avez un abonnement plus cher et que cet abonnement prend par exemple partage de connexion pour partager avec vos proches les mots de passe, etc., bah, au final, un abonnement et donc un abonné, c'est peut-être plusieurs personnes derrière. Et donc, même si ça avait fait des peurs, je me rappelle, il y avait eu des lignes et tout, enfin des headlines, donc des titres d'articles et tout, mais au final, il vaut mieux regarder en haut du compte de résultat et le chiffre d'affaires, parce que s'ils décident qu'il ne faut pas compter le nombre d'abonnés parce qu'un abonnement haut de gamme permet d'avoir plusieurs personnes sur l'abonnement, moi, du moment que ça me fait monter le chiffre d'affaires, je suis très content, hein. Parce que c'est ce qui m'importe au final, l'adoption totale sur les revenus, enfin revenus en anglais, donc le CA, le chiffre d'affaires en français, revenu en anglais. Donc voilà, je voulais voir les valos et ensuite on va faire une projection. Alors, on va aller chercher ça ensemble. Si Internet veut bien charger, normalement j'ai un bon Internet, voilà. Alors, on va nous prendre à partir de 2023, et avant ça, ce qui n'était pas trop exploitable, c'était les flux de trésor. Ouais, l'entreprise ne se concentrait pas spécialement là-dessus. Si on regarde récemment, ça s'échange toujours 39 fois les bénéfices, 46 fois les free cash flow. Ouais, ça se paye toujours un peu cher. Je le sais. Mais ça n'empêche pas de faire des projections, parce que si l'entreprise corrige, et c'est pas impossible de jamais dire jamais en bourse, on est déjà à moins 33%, un moins 10, moins 20%, ça va très vite en bourse, hein. Ne jamais dire jamais.
Donc c'est à noter. Et ok, les valos sont toujours un peu chers à mon goût, mais on va le voir dans les projections, je pense. Et là, le sentiment, j'en fais tellement, on en fait beaucoup chaque semaine, tous ensemble dans le school, et même sur YouTube, plein aussi. Donc souvent, juste en regardant les chiffres dès le début, j'ai une idée de où je vais me retrouver en termes de valo. On est parti. Donc, au niveau des croissances, vous voyez, je m'étais rentré à l'époque en avril des chiffres avec un 15% de croissance cette année. Je pense qu'on va les faire. Je vais les rentrer, vous allez voir. Si je nous mets 15% de croissance, ça nous fait 44 et quelques milliards, presque 45 milliards de chiffre d'affaires en fin d'année. Et en 12 mois glissants, on est à 43,4. Donc on va pas être loin des 44. Peut-être qu'ils feront un tout petit peu moins de 15%. Et c'est ce qu'on se disait dans l'analyse qu'on avait fait là il y a 2-3 semaines, où justement je m'étais mis plutôt à 12% cette année. Bon, on va se mettre globalement autour des, en 2030, entre 74, 76 milliards de chiffre d'affaires. C'était le chiffre d'affaires terminal que j'obtenais dans la dernière analyse que j'avais fait ici, vous la voyez, à 76. Et les analystes, ils nous mettent autour des 76, les moins optimistes à 65, les plus optimistes à 85. Ah, ils sont vraiment de partout. Ok, vous savez quoi? Je pense qu'on va rester sur du 15 cette année. Allez, on va mettre 14. Et après, on va se mettre du 12-12. Et puis sur le long terme, j'avais mis 10, 10, 10. Encore une fois, sur le court terme, c'est plus facile à prévoir parce que déjà la direction en parle. Il y a des projections, des prévisions. Et on arrive à avoir la croissance. Mais sur le plus long terme, très souvent, quand je fais des analyses conservatrices, je fais rapidement descendre la croissance parce que très difficile et bien malin celui qui connaît la croissance en 2029 ou 2030 de Netflix au pourcentage près. Après voilà, on a les tendances générales, mais tout ce que je fais en fait ici dans ces fichiers, c'est impossible de savoir où cotera Netflix dans 5 ans, jour pour jour, le 12 janvier 2030, euh, où on sera. C'est pour moi dur à dire. Par contre, savoir si on est en train de payer globalement un prix intéressant par rapport au retour sur investissement qu'on souhaite faire, ça, pour moi, c'est beaucoup plus plausible. Et c'est tout ce que je cherche à faire. De payer globalement un prix qui m'intéresse par rapport au retour sur investissement désiré, parce qu'encore une fois, aussi belle que l'entreprise soit-elle, on est là aussi pour gagner de l'argent, donc ne pas la payer n'importe quel prix. Au niveau des marges, dans la dernière analyse sur le school, je m'étais mis à 18, à l'époque je m'étais mis autour des 22. Ouais, on y est autour des 20%, hein. Et si vous prenez les marges ici, vous voyez, on a fait un 24 récemment sur les BNF, un 20 sur les flux de trésor. On va se mettre à 20. Ça me paraît bien. On pourrait se mettre à 22 si on voulait, mais on va couper la poire en deux à 20. Et sur le long terme, combien je veux payer ça? Ah là, par contre, c'est un peu où le bas blesse. En avril, j'avais été très généreux. Je nous étais mis jusqu'à 35 fois les bénéfices. J'ai été un peu moins généreux récemment. Je nous ai mis à 30 fois. Et franchement, 30 fois, c'est vraiment le max, hein. Parce que la croissance, à vie personnelle, je la vois pas forcément continuer à être à 21% par an comme ils l'ont fait sur 10 ans en composé. En tout cas, je suis pas prêt à mettre ça dans mon analyse. Et ouais, certainement 30 fois grand max. Et ça va nous donner un prix à payer autour des 66. Si je mets 22% de marge, 72. Ouais, donc un dossier à ressortir autour des 70. Et vous voyez, quand je l'avais fait en avril, je me rappelle très bien, je vous avais mis à 35, ce qui fait que le dossier, on peut le ressortir. Pardon, pas 25, 35. Vous voyez, on peut le ressortir du coup un peu au-delà des 80, c'est ce qu'on avait en avril. Mais pour moi, 35 fois les bénéfices, je suis pas à l'aise. Voilà un petit peu. Mais encore une fois, hein, tout ce que je fais ici, c'est qu'en gros, je vois qu'à 90 dans tous les cas, enfin 89, 46 dans tous les cas, c'est non. Mais regardez, ça va vite, hein. Un moins, attendez, je vais nous le faire. Un moins 15, moins 17, moins 20%, et on y est, hein. Peut-être que ça ira jamais, on va en reparler en conclusion, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas pressé. Le nombre d'actions vous avez le suivi sur la chaîne depuis toutes ces années où j'ai dit, bah en fait, c'était non pendant très nombreuses années, encore récemment sur ASML. On a fait toute la baisse ensemble et à 650, 640 euros, j'ai dit oui. Et aujourd'hui, on est revenu à 1000 euros. Mais parce qu'à un moment, je veux pas payer plus qu'un certain prix si le marché la valorise trop cher. Et le marché vous la valorise quand même à 46 fois les free cash flow récemment. Le marché fait ce qu'il veut et moi, je fais ce que je veux avec mon argent. Voilà. Bon, écoutez, je mets la vidéo en pause et je tape ma conclusion. Du coup, conclusion. Est-ce que l'action m'intéresse? Bah franchement, j'aime beaucoup le business, notamment revenus récurrents, etc. Maintenant, la valorisation, elle est un peu haute pour moi. Et est-ce qu'elle est un peu haute que pour moi? Je pense que quand je vous montre ces graphiques, sans même parler de projection, juste en regardant l'historique, je comprends que bah, ça compresse. Et je suis peut-être pas le seul.
Après, selon les hypothèses de l'investisseur, évidemment, chacun aura son propre prix à payer. Moi, ce qui me bloque le plus, c'est de payer ça, entre guillemets, aussi cher par rapport aux bénéfices ou au flux de trésor. Même en mettant de la croissance et des bonnes marges dans le futur, j'arrive pas du tout à 89-90 $ parce que je suis pas prêt à payer ça plus de 30 fois les bénéfices, et même c'est généreux. Moi, je serais peut-être plus autour des 25 réalistiquement. Mais, et ou si les fondamentaux s'améliorent dans le temps et que l'entreprise grossit dans sa valorisation, et ou que l'entreprise simplement dévisse en bourse et elle corrige, pourquoi pas? Et c'est pour ça que je fais ce travail en amont, parce que je sais que si demain elle vient taper les 70 $, je vais peut-être ressortir l'analyse, déjà parce que certains parmi vous seront peut-être intéressés, et même si moi je peux pas tout acheter, on pourra l'analyser, parce qu'à un moment on arrive sur des valos qui peuvent être intéressantes. Il faudrait au moins un minimum un bon moins 20%. C'est pas encore fait, ça n'arrivera peut-être jamais. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave, et tant mieux pour eux, je leur souhaite d'être bien valorisés par le marché, mais ne jamais dire jamais en bourse. Par contre, maintenant que j'ai dit que la valo était trop élevée, j'aime beaucoup l'entreprise. Il y a toujours de la croissance, je pense que ça va ralentir à un moment. L'entreprise va peut-être devenir un peu plus mature, on voit qu'elle se concentre de plus en plus sur sa rentabilité, ce qui est important, tout en continuant à développer, parce qu'on a toujours de la croissance. Il y a l'acquisition possible de Warner Bros. Et Discovery, c'est WBD, Warner Bros. Discovery. Cette histoire pourrait nous amener de la peur, surtout que j'ai vu qu'il y avait eu une contre-offre, je crois, de Paramount. Il y a aussi d'autres peurs qui peuvent arriver. C'est pour ça que je parle beaucoup de peur, parce que les narratifs bougent sur les entreprises. Vous l'avez vu sur LVMH et ASML, pendant 6 mois, plus personne n'en voulait, puis d'un coup, tout le monde veut les racheter. Donc ça va, ça vient, les émotions sur le court terme en bourse, c'est normal. Et je vois d'autres choses qui pourraient se passer, il pourrait avoir des peurs, je vois déjà ça tourner, oui, l'IA va générer des séries et des films à la place des entreprises, donc ça va les tuer, blablabla. Bref, des peurs répandues. Et à ça, je mets en face, oui, peut-être, mais qu'est-ce qui se passe si Netflix se met aussi à utiliser l'IA? Et encore une fois, je dis ça toujours avec le sourire, parce que ce que je veux dire, c'est que je suis jamais catégorique et j'ai jamais trop de certitude. Jamais je vais dire en 2022, Google est foutu, c'est certain, ChatGPT va les tuer. Ou en avril, changement de paradigme, l'économie mondiale ne sera plus jamais le même, l'inflation va revenir avec c'est quoi, c'était les taxes douanières. Bref, à chaque fois je le dis avec le sourire, et je dis ça pour vous faire réagir aussi, parce que ça crée des opportunités quand il n'y a plus de rationnel ou quand on rentre plus dans l'émotionnel. Et donc oui, le monde du divertissement me plaît, surtout que dans un futur où je pense qu'on va avoir de plus en plus de temps, et ben c'est un secteur qui peut m'intéresser, ce que je vous dis ici sur le long terme, et ça me sortira un peu de la tech, de l'industriel, etc. aussi, donc franchement, pourquoi pas. Euh, L'entreprise est bien gérée historiquement, ils ont pris plein de décisions qui ont été critiquées par le marché, qui ont payé les mots de passe. Le fait d'arrêter aussi de montrer les abonnés, moi ça me choque pas du tout. Tant que le chiffre d'affaires continue à monter, moi ça me dérange pas, hein. Que le chiffre d'affaires monte, comment vous le faites monter, la direction, faites votre travail, c'est pour ça qu'on vous paye, hein. Donc franchement, ouais, j'aime bien le dossier. Et je fais ces vidéos déjà pour dire qu'elle a bien corrigé et qu'on n'est plus si loin que ça, parce que les choses peuvent aller vite en bourse. Et au moins, on aura un prix. Voilà. On sait que si elle revient taper dans les 70, on ira peut-être pousser un peu plus loin l'analyse ensemble. Et du coup, vous, est-ce que vous intéresse aussi cette entreprise? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce format de vidéo vous aura intéressé. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.